Elles sont le visage de notre transition énergétique. Elles prennent place dans nos paysages. Les installations d'énergie renouvelable se multiplient. Et les questions aussi. Est-ce légitime de faire plutôt de l'éolien qu'une centrale nucléaire, plutôt ici qu'ailleurs? Méfiance vis-à-vis d'un futur parc solaire. C'est trop gros, trop près. À bas l'éolienne qu'on voit au bout du champ. Je la supporte plus. Des voix s'élèvent. Des politiques menacent de changer de cap. Le scrutin est ouvert. Alors le leader français de l'énergie renouvelable décide de plonger dans le débat. J'ai pas hésité, honnêtement, j'ai pas hésité une seconde. Pour moi, c'était une évidence. Entre ceux qui tâchent d'accélérer le déploiement des renouvelables et ceux qui aimeraient les freiner, une question est posée qui nous concerne tous. Ce village porte les traces d'une bataille, une lutte contre les éoliennes dont Colette Bourgois a pris la tête. Pourquoi je dis stop aux éoliennes? Mais c'est évident, on en a tellement. On va complètement être envahi jusqu'aux portes de chez soi. C'est plus possible de vivre dans un territoire aussi saccagé, aussi dénaturé. Aux alentours, difficile de ne pas les voir. Loin de faire consensus, loin de l'enthousiasme qui avait gagné la planète 10 ans plus tôt. Jamais une conférence sur le climat n'avait fait une telle unanimité. 195 pays, 195 délégations applaudissant pendant plusieurs minutes. Ce jour-là, le monde entier s'est mis d'accord sur une priorité. Limiter le réchauffement de la planète en réduisant drastiquement les émissions de CO2. Pour ne pas que la planète se meure, vive l'énergie propre, vive les renouvelables. Mais depuis, l'ambiance a changé. On applaudit maintenant un mot d'ordre anti-renouvelable. We will drill, baby, drill. Au risque de ralentir notre transition énergétique. En France aussi, la menace pèse. Dès 2022, le Conseil économique, social et environnemental s'empare du sujet et présente un rapport sur l'acceptabilité des énergies renouvelables. 3 éoliennes peuvent être acceptées sur un territoire, mais plus les suivantes jusqu'à l'encerclement peuvent poser de gros problèmes d'acceptabilité. Et nombre de ces projets mal acceptés sont alors confrontés au temps long de la justice, ralentissant encore la mise en œuvre de la transition. Les projets se développent au gré des initiatives de développeurs. On a une vraie difficulté parce que c'est aujourd'hui qu'il faut prendre toutes les décisions fortes pour avoir une chance de réussir notre chemin vers la décarbonation et la transition écologique. Or, on voit bien que face à ces premiers bouleversements du territoire et de nos modes de vie, il y a déjà, et c'est normal, des craintes et éventuellement de la colère qui peut être nourrie par des sentiments d'injustice qui existent par ailleurs. 300 pêcheurs à bord de 60 navires manifestent sur le port de Cherbourg contre l'installation d'éoliennes au large de leurs côtes. Au journal télévisé, de plus en plus de manifestations. Un vent de contestation qui intéresse ce politologue. Selon lui, la colère est le berceau d'un mouvement politique. Je le vois dans les territoires que j'étudie. Je passe du temps en zone rurale à rencontrer des personnes qui vivent dans des villages où parfois il y a des parcs éoliens qui vont se développer et on voit ce mécanisme local de mécontentement qui se crée et on voit toujours des acteurs politiques, ça peut être soit au niveau local, qui vont vraiment essayer d'aller chercher ce mécontentement-là, soit au niveau national, qui vont essayer de faire caisse de résonance de ces mécontentements en espérant capturer des mécontents. Sur les réseaux sociaux, des campagnes de plus en plus violentes où l'on ne dit plus écologie, mais escrologie. Quelle est la réalité de ce mouvement anti-renouvelable? Question cruciale pour notre transition énergétique, mais aussi pour les industriels qui développent, installent et exploitent les éoliennes ou les parcs solaires. Au premier rang d'entre eux, le groupe énergétique Engie. Quand on a réalisé que le débat autour des renouvelables prenait un tour effectivement très politique en fait, et que c'était assez singulier à la France, on a voulu en avoir le cœur net. Donc on a demandé un sondage pour savoir exactement sur quoi ce mouvement politique s'appuyait. Ce sondage est confié à l'IFOP, une enquête XXL. Cette étude repose sur une méthodologie qui est très solide, très robuste et qui est assez hors norme puisque nous avons interrogé 12 000 personnes.
soit 6 à 12 fois plus que les enquêtes d'opinion habituelles. Si on rentre un peu dans la cuisine sondagière, on va être sur une marge d'erreur qui sera inférieure à 1 point. Le pays va-t-il se révéler si hostile aux renouvelables ? En discutant avec mes équipes, je leur ai même demandé « Mais vous êtes sûr qu'on veut poser ces questions ?» Parce que visiblement, les réponses vont être tellement négatives que je ne suis pas sûre qu'on a envie de les entendre. Puis l'IFOP annonce enfin les résultats de son enquête. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Qui est pour, qui est contre ? On est sur un score massif, à 84% de Français qui déclarent avoir une bonne opinion des énergies renouvelables en général. Divine surprise pour le leader des renouvelables. Et puis, on a regardé aussi les choses en termes d'appartenance ou de sympathie politique. À droite et à l'extrême droite, les leaders politiques sont vent debout contre les renouvelables. Leurs électeurs sont-ils aussi critiques ? Mais même dans ce groupe-là, vous voyez qu'on est à 77% de bonne image. Et donc là, il y en a qui sont très vociférants, mais ce n'est pas forcément à l'image des gens qu'ils entendent représenter. L'occasion de faire passer un message. Bonsoir, Catherine. C'est une réponse aux politiques. Ne politisez pas et laissez tomber le sujet. En fait, le débat, il a été tranché par les Français. Et puis, allons-y. Mais loin de laisser tomber, les leaders politiques anti-renouvelables attaquent. Quelques semaines plus tard, le scrutin est ouvert. Dans la nuit, les députés votent un amendement qui mettrait à l'arrêt tout nouveau projet d'énergie renouvelable. Le scrutin est clos. Un coup de tonnerre à l'Assemblée nationale avec la fin. Les députés ont voté un moratoire sur les éoliennes et le photovoltaïque grâce aux voix du Rassemblement national et des Républicains. C'est une magnifique semaine pour le Rassemblement national dans sa lutte contre l'écologie punitive. Ce que vous venez de voter, c'est la mise en danger de l'approvisionnement électrique du pays. Le Parlement a voté. Vous devez l'accepter. Regardez vos enfants en face et dites-leur ce que vous êtes en train de faire. Ma première réaction, c'est la stupéfaction. C'est de me dire, ce phénomène, c'est un phénomène anti-science. On sait très bien, il y a un consensus scientifique qui nous explique que les énergies renouvelables, c'est décarboné, souvent peu onéreux, et que ça défend l'intérêt stratégique de l'Europe en nous rendant plus indépendants énergétiquement de puissances qui nous menacent. Donc il y a un peu un consensus sur le fait que les énergies renouvelables sont quelque chose de bénéfique pour la société. Et pourtant, on voit des acteurs politiques qui votent contre. Dans les heures qui suivent le vote, la patronne d'Engie et son directeur des relations avec le Parlement bataillent contre ce texte. Le stop and go est une calamité pour notre industrie. Au moment où on décide qu'on veut réindustrialiser la France, on veut faire du stop and go. Il n'y a pas plus contradictoire comme signal. Il y a 80 000 emplois à la clé. C'est un truc de fou, là. C'est tout arrêté, en fait. C'est la mort, en fait. Je pense qu'on est à un moment assez paradoxal où les politiques, ils ont l'impression que la transition énergétique, c'est une punition, ou elle est vécue comme une punition par les citoyens. Et je pense que ça, c'est pas la vérité, en fait. Donc je pense qu'il y a un malentendu. Pour les acteurs politiques qui ont voulu voter ce moratoire, l'idée, c'est de se dire, on va conflictualiser un enjeu, et en politisant cet enjeu des renouvelables, via ce moratoire, on va montrer aux mécontents qu'on est là pour eux, qu'on est le parti qui les représente et qu'il y aurait d'autres sources d'énergie qui seraient plus propices au développement énergétique de la France. Il existe à Paris, dans des enceintes politiques, un backlash écologique. C'est une construction parisienne, c'est une construction politique. En revanche, dans les territoires, il peut y avoir des difficultés réelles. Des difficultés de dialogue avec certains agriculteurs, des difficultés avec certains aménageurs, des difficultés avec des élus. Mais le dialogue est possible. Beaucoup plus que ce qu'on imagine. Alors peut-on dialoguer ? L'acquiescement des Français n'est pas un consentement aveugle. Les renouvelables soulèvent de véritables questions de société. Des interrogations légitimes qu'il faut examiner de près. Un projet incarne à lui seul les obstacles que doivent surmonter les énergies renouvelables. Un projet que le groupe Engie vient défendre ici. Nous avons chez Engie un projet qui s'appelle Oriseo. C'est un projet d'énergie solaire qui n'a pas besoin d'être public. Et à un moment, on va devoir arrêter ce projet parce qu'en fait, il n'est pas autorisé par la réglementation française. Il y a une main qui pousse et l'autre main qui retient. Et je pense que ça, c'est un exemple qui illustre très bien le besoin d'une cohérence de nos politiques. 700 hectares de panneaux solaires à installer sur une immense parcelle de sylviculture. À la clé,
autant d'énergie qu'un réacteur nucléaire. Un projet gigantesque. Orizeo doit-il voir le jour ? Pour ses développeurs, c'est une chance à ne pas manquer. Si on veut faire une transition énergétique accélérée, là on a un coup de booster à donner en Nouvelle-Aquitaine comme on n'en a pas d'autres à donner. Il n'y a pas d'autres lieux comme celui-là. Il n'y a pas d'autres opportunités. C'est un moyen d'accélérer 800 mégawatts. 800 mégawatts, c'est on prend la consommation électrique de Bordeaux, pouf, on a verdi la consommation électrique de Bordeaux en un coup. En fait, c'est ça l'intérêt d'un projet comme ça. L'intérêt général peut-être, mais sur qui pèseraient les inconvénients éventuels ? Exemple, dans cette région où on ne plaisante pas avec ce qui peut affecter la vigne. En fait, le projet Orizeo, il est à 5 km dans cette direction. Et donc, nous sommes très attentifs à cet écosystème. Donc voilà, si on enlève 1000 hectares de pins, il se passe quoi ? Orizeo pourrait-il bouleverser le microclimat aux alentours ? Engie a proposé de faire une étude scientifique. Des instruments de mesure sont apparus parmi les vignes. Moi, si on me montre que tout va bien, je n'irai pas poser plus de problèmes que ça. Mais quand on arrive avec un gros projet, si près, si gros, on a besoin de montrer certaines choses qu'on ne m'a pas montrées. Le projet de recherche Impact, coordonné par Denis Lousteau, a mobilisé une vingtaine de chercheurs. L'étude est encore en cours, mais les premiers résultats sont déjà disponibles. La question, c'est est-ce qu'un parc photovoltaïque est plus chaud, va émettre plus de chaleur que la forêt ou pas ? Si le parc photovoltaïque est aménagé en laissant de la végétation intercalaire, de la végétation sous les panneaux, les réponses qu'on a jusqu'à maintenant, c'est non. On ne voit pas du tout cet effet-là. Et donc, c'est peu probable qu'on voit des effets importants se répercuter sur la vigne. L'idée de cette étude est née d'un débat. Un débat public qui a réuni les riverains d'Orizeo il y a 4 ans. Parmi eux, des opposants déterminés à l'époque et toujours aussi fermes. Notre position n'a pas changé, c'est 0 panneau sur un espace forestier. C'est une forêt qui est extrêmement utile au niveau économique, mais qui est utile aussi au niveau biologique, écologique. Notre association n'est pas contre le photovoltaïque, au contraire même. On soutient les démarches qui amèneraient à créer des parcs photovoltaïques sur des territoires, ou en tout cas des terrains déjà artificialisés. Par contre, pas sur une forêt. Là, c'est à notre sens une hérésie. Donc nous ne souscrivons toujours pas au fait de raser 700 hectares de forêt pour produire de l'énergie quand ces panneaux pourraient être mis sur des friches industrielles, sur des parkings, sur le toit de bâtiments. Alors certes, c'est pas la forêt domaniale qu'on peut voir par exemple au sud de la dune du Pilat, mais ça reste une forêt. On se heurte à des arguments qui reviennent sans cesse, c'est la question du défrichement. Mais on n'arrive pas à embarquer le public parfois sur qu'est-ce qu'il y aura de mieux avec Orizeo. Parce que je suis persuadé. Ouais, mais le défrichement, il s'agit de 0,1% de la surface du massif de la forêt des Landes. Tout à fait. 0,1% de toute la forêt. Et de toute façon, ces arbres seront coupés. Et on le voit bien, ça nous environne, ils sont coupés. Oui, il y a une production sylvicole intensive. Très intensive, très industrielle. Et puis je rajouterais quand même la dimension économique. Si vous voulez créer un électron de plus en France, l'électron le moins cher que vous pouvez trouver, il est là. Alors tout ça c'est simple, mais c'est la facture, le budget des ménages, c'est la facture des industries, c'est moins d'usines qui ferment. C'est ça aussi la vertu d'Orizeo. Vertu publique, craintes particulières, intérêts industriels. Un projet de cet ordre est un long face-à-face. Mais à la fin, pour quel bénéfice collectif ? Et pour quel coût ? Pour leurs adversaires, les renouvelables, c'est l'arnaque. À la fin de l'été 2025, un chiffre se fait une place dans le débat. Le coût supposé des renouvelables dans les 10 ans. Une pure intox, selon Engie. Quand il y a des fake news, on a un devoir en tant qu'entreprise, en tant que terreau de rationalité, on a un devoir de rétablir la vérité. Contre-attaque,
à l'occasion d'une nouvelle audition au Sénat. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de fake news sur les sujets de l'énergie. Faut le dire, et c'est pas ça, c'est pas 300 milliards. Nous, on pense que c'est plutôt 50, c'est pas hyper précis, mais c'est certainement pas 300. Et Engie est prêt à jouer son rôle et à contribuer au débat. Mais même à ce prix pour la France, l'investissement en vaut-il la chandelle ? Difficile d'estimer les bénéfices à venir, dans 10, 20 ou 30 ans. Mais quand une délégation d'Engie se rend en Espagne, cela ressemble à une visite dans le futur. Un futur où plus de la moitié de l'électricité serait déjà d'origine renouvelable. En France aujourd'hui, c'est à peine plus d'un quart. Au programme, une rencontre avec un secrétaire d'État à l'économie, plutôt heureux. Energy transition is one of these elements that has helped us to make our economy more robust. In a way, it has built up a buffer from energy prices and from international tension. So this is something that I think has helped us. Une rencontre après l'autre, l'intérêt d'une énergie nationale moins chère se confirme. The attractiveness of energy costs has meant that the demand for new projects wanting to come to consume energy in Spain has gone through the roof. For Spain, for sure, the energy transition, it means more competitive costs, it means European industry, so it means jobs, growth, better well-being, and that's what we're focusing on from the Spanish government, together with the private sector, which we are seeing is really investing, really promoting the energy transition as well. Il est assez facile de dire que l'Espagne est un exemple en matière de transition énergétique réussie. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il parle de ne pas dépendre du prix de l'énergie fossile qui est forcément importée. Et donc, ils ont en plus aujourd'hui le sentiment d'être plus résilients, en fait, en tant qu'économie. Et donc, ça, c'est assez fort. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis, hein. Mais quand même, quand vous regardez tout ça ensemble, forcément se dessine une vision très positive de la transition énergétique. Vu de France, ça fait rêver. Moi, ça me fait rêver. Mais la France n'est pas l'Espagne. Notre pays compte 57 réacteurs nucléaires qui posent tout autrement la question des renouvelables. Pour sortir des énergies fossiles, on ne peut compter que sur les uns ou sur les autres. Aujourd'hui, nucléaire et renouvelables se partagent la production d'électricité comme ceci. À l'horizon 2050, il existe différents scénarios de répartition entre les deux. D'ici là, aurons-nous vraiment besoin de tant de renouvelables ? L'Agence internationale de l'énergie compare tous les pays du monde. Pour son directeur général, la situation française ne fait aucun doute. I think it's very good that we have a lot of nuclear in France, but nuclear alone is not enough. We need also renewables, and I don't see that the renewables and nuclear is in contradiction. La France doit investir dans des nouveaux réacteurs, mais tout ça va prendre du temps, et donc on ne pourra pas faire l'économie de développer des énergies renouvelables. If anybody thinks they are in contradiction, I think it is an artificial conflict. Il n'y a pas d'opposition. Les renouvelables ne sont pas un plan B pour la France. C'est vraiment une énergie qui a toute sa place dans le mix énergétique d'aujourd'hui et encore plus de demain. Avons-nous seulement le choix devant l'urgence climatique ? If we don't make bold steps to address the climate change, such as pushing the renewables, there will be some cost of inaction. What does it mean? Much frequent extreme weather events, such as the floods, heat waves, droughts. So therefore, if no renewables, one should get prepared for more extreme weather events and much intense form. Quels que soient les calculs, le coût de l'inaction nous impose cette révolution énergétique. Or, cette révolution met notre société au défi. En bousculant nos paysages, par exemple, ou en creusant des fractures bien françaises. Je ne supporte pas qu'on vienne tout saccager comme ça.
Les éoliennes, au fait, c'est une intrusion dans votre vie. Moi, j'en ai une dans ma fenêtre de cuisine, juste en temps de travail. Je la supporte plus. Colette Bourgois ne lutte pas seule contre les éoliennes. Dans les Hauts-de-France, une cinquantaine d'associations comme la sienne se sont regroupées pour freiner leur développement. La présidente de cette fédération, Bénédicte Leclerc de Haute-Cloque, petite fille du général Leclerc. Mais on a du nouveau, on a du travail, hein. C'est pas... Voilà, moi, je suis affolée par Rambure, vraiment. Il faut dire qu'il y a plus d'éoliennes dans cette région que n'importe où ailleurs en France. Pour une partie de la population, il y a saturation. Voilà. Autour de la commune 68, c'est complètement dément ici. Le nombre de communes qui sont impactées par l'éolien, autour des Rennes, il y a il y a énormément de projets qui vont sortir. On a Citerne, Le Mège, et les 7 nouvelles qu'ils installent, là, ça va être encore plus. Vous pouvez rajouter 7. La sensation d'être assiégé, mais aussi négligé. Au fait, l'éolien, c'est la colonisation de la ruralité par les écolos bobos. Excusez-moi, mais c'est comme ça que je parle. C'est vraiment, on est en train d'éradiquer les ruraux. Si on prend toutes les productions intermittentes, tous les renouvelables, entre guillemets, tout se situe dans les zones rurales, là où il y a moins d'habitants. Qu'est-ce qui décide des choses en France? C'est plutôt les citadins, parce qu'ils sont plus nombreux. Et qu'est-ce qui subit finalement les nuisances? C'est les ruraux. Voilà. On nous écoute pas parce qu'on est des ruraux et qu'on n'a pas la voix au chapitre. On doit bien comprendre que le principe de déploiement des énergies renouvelables, c'est d'équiper les campagnes pour qu'elles soient surproductrices d'énergie afin d'alimenter les villes. Donc on demande un service aux campagnes en disant c'est pour le bien de la nation, c'est pour l'intérêt général, vous êtes bravo, merci, on applaudit finalement. On applaudit les acteurs généreux qui vont permettre finalement aux villes de pouvoir consommer de l'énergie renouvelable produite à la campagne. Ça crée un sentiment d'injustice qui génère de la colère et qui crée une opposition, alors que les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a une adhésion au principe. Sur un terrain aussi sensible, les industriels doivent se montrer prudents. À la limite de l'Aisne et de l'Oise, 5 éoliennes doivent être remplacées par des machines plus puissantes. Par précaution, Engie envoie sur place quelques émissaires avant tout chantier. On va faire un porte-à-porte avec on sera une dizaine de collègues d'Engie. Faire un porte-à-porte pour prendre le pouls et écouter l'avis des gens sur un projet éolien qu'on est en train de renouveler. Je pense pas qu'on fait une transition énergétique contre les gens, parce que c'est de l'énergie qui se voit, il n'y a qu'à regarder. Hein. Là, on est au milieu de fermes. Voilà, l'éolienne, elle se voit, et donc elle doit être comprise pour être bien vécue. Comme ils sont beaux. Ça va? Fais gaffe, tu vas avoir chaud. Hein. Ouais, je pense, ouais. T'as de la crème solaire? Ouais. J'en ai dans mon sac sinon. Ok, c'est bon. Ok, à tout de suite. Leur mission, sonder les 600 habitants de ce village doté d'éoliennes depuis longtemps. Recueillir approbation ou mécontentement. Bonjour madame, on vient vous voir parce qu'on va démanteler les éoliennes pour en reconstruire d'autres. On va démonter, remplacer. Un peu plus puissante mais qui ne fera pas le plus de bruit. Donc les éoliennes, elles se trouvent là-bas au fond. Oh le cerisier! On peut vous en prendre une? Une ou plus, si vous voulez. Qu'est-ce qu'elles sont belles! Qu'est-ce que c'est bon? Alors, est-ce qu'elle vous gêne? Franchement, non, je suis pas embêtée. Franchement, c'est très bien, madame. Je vais pas dire du mal de ça. Non, ça ne m'embête pas. Et vous entendez pas les pales? J'entends pas plus que la bagnole qui passe de temps en temps, même moins. Après, j'ai conscience d'avoir de la chance, d'être bien situé. Je pense qu'il y a des gens qui doivent râler. On aurait aimé savoir ce que vous en pensiez, comment vous l'avez vécu toutes ces années. Est-ce qu'il y a des ça vous a dérangé ou pas? Non, quand on revient le soir, le soleil il est juste derrière. C'est vrai que c'est joli, mais il y en a que 5. Autour de moi, il y en a 40 et quelques. C'est énorme. Là, c'est pas joli. C'est vrai que ça a quand même... Ça a quand même des sacrés inconvénients. Voilà. Eh bien, nous, c'est important de prendre en compte votre avis et puis de l'entendre. Celle-ci, ça va. Bon, moi, je suis pas trop d'accord qu'il y en ait plus, mais bon, après, plus. Chacun... On n'en mettra pas plus. On n'en pas plus. Pour moi, perso, ça me gêne pas. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Peu d'opposition dans ce village.
Et à la fin de la journée, à l'heure où les équipes d'Engie se retrouvent, elles font un constat, plus surprenant encore. On a eu vraiment un couple opposant. Oui, nous aussi, un seul. Et c'est pas forcément celui qui habitait le plus proche du parc. On s'est rendu compte que plus on s'éloignait du parc et plus les gens pouvaient éventuellement s'opposer. Par contre, quand on se rapprochait, parfois on se disait ça va être quand même assez difficile parce qu'ils ont le parc vraiment dans leur jardin. Ces gens-là s'en moquent, mais complètement. Des riverains plus favorables aux éoliennes que les non-riverains. Une observation très inattendue. Mais ce qui est vrai pour ce village, a-t-il la moindre réalité ailleurs ? L'étude de l'IFOP a fait le même constat au niveau national. Si on reprend notre chiffre de 84% de Français qui ont une bonne opinion des énergies renouvelables, ce score va monter à 95% parmi les riverains de ces implantations versus 80% chez les non-riverains. 5% seulement des riverains défavorables aux renouvelables. Et si la fracture n'était pas si grande qu'on le pense ? Si on arrive à faire la transition avec les gens, en leur donnant des bénéfices directs, ça peut être avec des parcs participatifs, ça peut être en signalant aussi que les renouvelables, elles donnent de l'argent à la communauté locale et qu'on leur montre qu'elles sont aussi détentrices d'une des solutions industrielles clés pour la transition énergétique, et bien là, il y a probablement moyen de couper un peu ces espèces de clivages territoriaux, urbain, rural, périphérie, centre, et pour redonner de la dynamique économique, de la dynamique industrielle, et aussi tout simplement de la fierté locale à des territoires qui vont devenir centraux dans la transition énergétique. Il faut aussi qu'on prenne conscience que les milliards qu'on dépensait hier pour acheter du pétrole aux Russes ou aux pays du Golfe, c'est des milliards qui vont pouvoir être réinvestis dans les territoires. Les territoires ruraux aujourd'hui ont une forme de pouvoir dont ils peuvent se saisir pour devenir une sorte de petite OPEP des énergies renouvelables avec des arguments pour discuter avec les métropoles. Et ça aussi, c'est faire société. Les effets des renouvelables sur notre société restent encore à mieux comprendre. Et si, au lieu de diviser, ces nouvelles énergies permettaient de rebattre les cartes des inégalités territoriales ? Pour les développer, il faut d'abord des terres où les installer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Les représentants du monde agricole sont donc devenus les partenaires indispensables de la transition énergétique. C'est très difficile aujourd'hui de faire des projets sans avoir un contact avec le monde agricole, d'abord parce que vous êtes présents partout sur les territoires, mais aussi parce qu'on pense qu'on peut arriver à développer des modèles économiques qui apportent un complément un peu plus stable de revenus à vos exploitations. Entre l'industriel de l'énergie et les agriculteurs, donc moi, on cogite. Mon propos, c'est de réfléchir ensemble comment on aide les producteurs aujourd'hui à aller sur de la production d'énergie. Les uns ont besoin des autres. Ça, c'est un projet où tous les agriculteurs peuvent aller chercher la valeur et à un moment donné faire... Pour imaginer un système qui profite à chacun. Une négociation et un partage gagnant-gagnant, aussi bien pour l'agriculture que pour le territoire. Partout sur le territoire se joue une partie délicate. Si on commence à se mettre des barrières, on va louper des opportunités et on va perdre des actifs. On perdra des actifs et on perdra des filières. Pour que la révolution des renouvelables soit la plus acceptable. Après, on ne peut pas convaincre 100% des gens non plus. Qu'est-ce qui aujourd'hui est le moins bien accepté Il me semble que c'est la production de biogaz. Oui. Ah oui ? Ouais. Nous, on croit beaucoup au biométhane parce qu'on ne produit pas de gaz fossile, mais on aime bien la molécule verte. Donc il faut, exploiter au maximum le potentiel du biométhane et trouver le bon modèle. Ces réflexions, ces délibérations se multiplient. Non, c'est pas ça, au contraire. Chez nous, comme chez nos voisins européens, à la recherche eux aussi de nouveaux équilibres entre ville et campagne. Ici, le biométhane est déjà monnaie courante. Autrefois, dans ces champs, du fourrage pour les vaches ou les moutons. Aujourd'hui, en plus, des cultures destinées à produire du gaz ou de l'électricité. Une reconversion presque totale pour John Govir, copropriétaire de la ferme. Au début, les gens étaient sceptiques. Sometimes people resist change because they don't know what change is going to bring. But since we've been running for 10 years, people that had reservations and objections have now fully on board with no problems. Désormais, l'équation est bien admise. L'herbe que John a récoltée, c'est de l'énergie.
So this is where I've been. Yeah. And then this is what I believe we've brought out of the field. Yeah. So we've had 75 tonnes from that field, so a biogas yield of 135 cubes per tonne. And so energy-wise, then, through the CHP, we'd have 10 megawatts. 10 megawatts of green electricity. From this field. It was brilliant. It's quite good, isn't it? Yeah, very good. You need to be paying more. Cette herbe, mais aussi ces débris de plants de maïs ou de pommes, seront digérés par le méthaniseur. De là, sortira un résidu, le digestat, qui retournera dans les champs pour les fertiliser. Et surtout, du gaz. Beaucoup de gaz. Assez pour alimenter près de 5000 foyers. Ces champs, ces vallons, sont donc une usine énergétique qui fournit toute la bourgade voisine, South Molton. It feels quite good that on a cold winter's night, we know that everyone in South Molton is sat in front of their telly and their house is kept warm with the gas. There is something quite fulfilling almost in that context. Renouvelable, décarboné, circulaire, le nouveau monde de l'énergie s'étend. Un mouvement irrépressible, mais aussi une course contre la montre. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi, jamais il n'avait fait aussi chaud. Près de 9 Français sur 10 ont passé la journée en alerte canicule. Demain, 16 départements vont... Pour répondre aux défis, les moyens sont maintenant connus. Nous savons convertir l'énergie du vent, du soleil et de l'eau en électricité. Les produits de l'agriculture en gaz. Et même l'eau des fleuves en fraîcheur pour nos villes. Au large de la Vendée, bientôt, 61 éoliennes en mer pour couvrir à elles seules les besoins en électricité de 800 000 personnes. Mais cette transition n'est pas seulement technique. Quand on change d'énergie, on change de société. Nos modes de vie, nos paysages, notre santé, notre futur, nos idées même sont concernés. Les énergies renouvelables sont parfois vécues comme injustes ou intrusives, ou elles font l'objet de calculs politiques. Par un autre vote, les députés ont finalement repoussé le moratoire qui pesait sur les renouvelables. Mais ces embûches révèlent un besoin réel. Je crois qu'en France, on est en retard d'un grand débat sur l'énergie, la transition énergétique, et au-delà, les modes de vie que l'on choisira d'avoir. Et c'est une vraie difficulté parce que ça veut dire qu'à chaque débat, à chaque concertation autour d'un projet, la première question qui va sortir, mais c'est est-ce légitime ? Est-ce légitime de faire plutôt de l'éolien que finalement une centrale nucléaire, ou plutôt de l'éolien qu'un parc photovoltaïque, plutôt de l'éolien que de la sobriété, plutôt ici qu'ailleurs ? C'est forcément un dialogue collectif de choix de société. S'entendre pour que notre transition énergétique soit choisie plutôt que subie. Un impératif pour faire société à ce moment crucial de notre histoire.